La modification le 7 août dernier de la loi sur les manifestations publiques par les députés à l'Assemblée nationale passe mal aux yeux de l'ONU. 4 experts de l'ONU ont donné une communication en ce sens et le gouvernement est interpellé à revoir la copie là-dessus. De quoi s'agit-il exactement? Nous allons tenter de le comprendre ce soir avec notre invité Dieudonné Kossi, directeur exécutif du CEJUS. Bonsoir Dieudonné Kossi. Bonsoir, monsieur Samuel. Merci d'accepter notre invitation. Non, c'est un plaisir, en fait. Le CEJUS, qu'est-ce que c'est? La CEJUS, c'est la clinique d'expertise juridique et sociale, en fait, qui est une association, mais une clinique juridique, un peu comme vous l'entendez, qui est très axée sur les questions d'assistance juridique et sociale, mais aussi la question de la promotion de l'enseignement clinique en milieu universitaire. Et donc, en ce sens, nous sommes vraiment très liés aussi à la faculté de droit. Et partout où interviennent des maladies entre griffes, des maladies juridiques, la CEJUS est présente. Donc, nous sommes vraiment très regardants également sur les questions liées aux droits de l'homme et au renforcement de la protection des droits de l'homme de façon générale. Et je suis sûr donc que la récente sortie de l'ONU vous a énormément réjoui, c'est ça? Oui, la récente sortie, en fait, et des rapporteurs spéciaux, en fait, du Conseil des droits de l'homme ne peut que réjouir, en fait, tout partisan des droits de l'homme et du renforcement des droits et libertés dans le cadre étatique. Compte tenu du fait que lorsque, en fait, nous vivons dans un monde qui est devenu un village planétaire, où les questions d'un pays ont des répercussions sur d'autres pays, où les questions aussi bien sécuritaires que de droits de l'homme dans un espace géographique donné ont des impacts de près comme de loin. Donc, vous voyez, lorsque les droits de l'homme peinent parfois à se déployer ou à se manifester en fait sur le terrain, il est quand même intéressant que des acteurs internationaux comme des comités et des organes en fait des Nations Unies puissent intervenir pour voler en fait au secours de ces droits et libertés qui dernièrement connaissent quelques difficultés dans notre pays. Est-ce que la récente sortie des experts a été le fait d'un lobbying mené par les organisations de la société civile togolaise? Naturellement, c'est le fait d'un lobbying mené par un certain nombre d'organisations de la société civile, mais aussi un certain nombre d'acteurs ou de défenseurs des droits de l'homme. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, des organisations, depuis le 7 août où la loi a été votée par l'Assemblée nationale, un certain nombre d'organisations de la société civile se sont mises ensemble pour dire qu'il était important de ne pas porter atteinte, un peu dans le cadre de notre État, à la liberté de manifestation, qui est une liberté fondamentale, qui est un pilier important de toute démocratie. Et donc, naturellement, ces organisations-là ont quand même pu estimer que l'Assemblée nationale, qui est mandatée par le peuple, a pu peut-être à un moment donné ou à un autre se tromper. Parce que ceux qui reçoivent mandat du peuple peuvent parfois se tromper. Ce qui est vraiment important, c'est d'être là pour jouer ce rôle de veille, d'éveil et de réveil. Et c'est ce qui se traduit depuis un moment par le mouvement Bring Back Our Freedom, qui martèle sur la nécessité de revenir, de faire un peu du rétropédalage pour restaurer les acquis en matière de droits et libertés. Alors, la sortie des 4 experts, qu'est-ce qu'il faut retenir fondamentalement? Bon, avant de parler en fait de ce qu'il faut retenir de manière vraiment fondamentale de la sortie des 4 experts, je pense qu'il est important d'éclairer un peu l'auditoire ou les téléspectateurs sur cette terminologie. Il faut faire des précisions terminologiques. Parce que pour le téléspectateur lambda qui nous suit, peut-être qu'on dit un rapporteur spécial, on n'a pas forcément idée de ce que c'est un rapporteur spécial. Donc, je voudrais quand même préciser
que lorsque vous êtes dans le cadre des Nations Unies, depuis 2006, il y a ce qu'on appelle le Conseil des droits de l'homme, qui est un organe et vraiment principal et en matière des droits de l'homme de l'ONU, dont le siège se trouve à Genève, et dont le secrétariat est tenu par le Haut Commissariat et aux droits de l'homme. Et donc, il y a ce qu'on appelle le Comité des droits de l'homme qui reçoit, peut-être chaque année, invite d'abord pour les premiers États et adhérents au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et lorsque vous êtes un État et que vous adhérez au pacte, un an après, vous passez devant le comité pour faire un peu l'état, la santé des droits de l'homme au sein de votre État, donc dans le pays. Et le comité apprécie et fait un certain nombre d'observations et surtout de recommandations dans un document et d'observation finale. Et l'État est appelé en fait à pouvoir prendre en compte ces observations ou parfois même les rejeter. Oui. Et donc, souvent, après la première fois, chaque 4 ans, les États passent. Et toutes les fois que le comité demande peut-être un État de passer, normalement, cela devrait l'être. Donc, les rapporteurs spéciaux sont donc des personnes qui sont mandatées par le Conseil sur des procédures spéciales. Et donc, sur des procédures spéciales ou également des thématiques d'ordre général et qui sont censés intervenir soit sur saisine des individus ou sur des questions, toutes les fois qu'il y a des questions de violation de droits de l'homme et autres dans le cadre d'un pays ou dans un espace régional donné, et ces personnes-là, en fonction de leurs compétences, parce que les rapporteurs, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 4 rapporteurs en fait qui ont adressé une note en fait à l'État togolais. Donc chaque rapporteur avec ses compétences. Je pense que lorsque vous prenez le contenu du courrier, je vais dire en fait. Vous avez dit quelque chose d'intéressant avant de venir, peut-être c'est moi qui ai précipité la question, mais avant de venir même au contenu, on sait qu'il y a un rapporteur spécial sur les libertés de manifestation et tout. Je pense que c'est notre compatriote Clément Voulé. Pourquoi il a fallu que 4 rapporteurs spéciaux se prononcent sur cette question qui relève quand même des compétences d'un rapporteur spécial? C'est ça. En réalité, en matière de droits de l'homme, il y a un certain nombre de principes. Il y a d'abord le principe de l'universalité des droits, mais il y a aussi un principe très important qui est le principe de l'interdépendance des droits. Donc, vous voyez, lorsque vous piétinez dans le cadre d'un espace géographique donné, un droit, ou que vous le violez, il a obligatoirement des répercussions sur d'autres droits. Lorsque nous prenons la liberté de manifestation, par exemple, j'ai souvent tendance à dire que c'est un droit qui est instrumental et finalement instrumentalisé. Instrumental parce que c'est un droit qui repose sur un certain nombre d'instruments phares et qui garantit la mise en œuvre d'autres ou la mise en œuvre, l'expression d'autres libertés, y compris la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de réunion est une liberté qui est intrinsèquement liée à la liberté de manifestation. Donc, dans ce genre de configuration, vous êtes d'accord avec moi que ces rapporteurs spéciaux-là aient vraiment senti l'urgence de se mettre ensemble pour pouvoir donner une communication unanime et solidaire qui attire l'attention de l'État togolais sur le fait que la révision ou la loi qui a été adoptée et votée par les parlementaires le 7 août passé en révision de la loi dite Bodiona de 2011 n'était pas forcément en faveur d'un renforcement des droits de l'homme de façon générale. Alors maintenant, fondamentalement, qu'est-ce qu'on retient de la communication? Et lorsque vous prenez la communication, ça je vais un peu ramasser l'esprit de la communication, les experts ont quand même tenu à faire un certain nombre de rappels importants. Parce que vous savez aussi que nous sommes en droit international et que lorsque un État
adhère à un traité ou le ratifie, il est tenu de pouvoir mettre en œuvre le traité de bonne foi. La mise en œuvre de bonne foi est contenue dans le principe phare qu'on appelle pacta sunt servanda. C'est-à-dire, dès que vous adhérez à un traité, vous êtes obligé de le mettre en œuvre de bonne foi. Et donc, les experts, en fait, et des Nations Unies ont quand même tenu à faire ce genre de rappel, et partant d'un certain nombre d'éléments qui sont contenus dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les experts sont déjà partis de l'article 2, qui, en fait, voudrait que tout État qui est parti au traité puisse prendre un certain nombre de mesures qui permettent, qui facilitent l'exercice et l'expression des droits et libertés au sein de l'État. Et donc, les experts sont partis en fait des objectifs visés par la révision législative du 7 août passé. Parce que pour qu'une loi puisse restreindre les libertés, parce que nous le savons tous, en la matière, la liberté est la règle et l'exception reste la restriction. Donc, la restriction doit être suffisamment motivée par les impératifs de nécessité et les impératifs de nécessité, surtout. Parce que je crois que c'est important de pouvoir justifier qu'il est nécessaire et de proportionnalité. Donc, cela m'est revenu, les impératifs de nécessité et de proportionnalité. Et surtout, vous savez que dans le cadre d'un État, il y a souvent le motif de l'ordre public, de la préservation de l'ordre public, parce que le motif sécuritaire est un contenu même de la préservation de l'ordre public. Donc, je crois que les experts ont essayé de commenter les motifs avancés par les autorités togolaises pour voter la nouvelle loi, pour dire en fait que si nous prenons les différents motifs étape par étape, c'est-à-dire la loi a été modifiée parce qu'on estimait qu'aujourd'hui, on fait face à un certain nombre d'impératifs sécuritaires qui sont liés aux menaces terroristes. Et donc, naturellement, lorsque vous prenez les menaces terroristes, ce sont quand même des éléments non négligeables. Les experts l'ont reconnu. Maintenant, déjà, il est très important de reconnaître que dans l'esprit du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et surtout dans l'esprit du comité et du Conseil des droits de l'homme, et les motifs de sécurité nationale et de menaces terroristes ne peuvent pas justifier une restriction générale et absolue d'une liberté. Et donc, la restriction peut être au cas par cas. C'est-à-dire, on avance un motif vraiment solide qui justifie qu'on puisse restreindre dans un temps limité donné l'exercice d'une certaine liberté. Mais encore faudrait-il que la restriction soit nécessaire et proportionnelle à la menace. Donc ça, ce sont des éléments importants sur lesquels en fait sont revenus les experts des Nations Unies. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'autres éléments qui ont été avancés par les autorités. Notamment, le fait que les manifestations, souvent, soit sur la voie publique ou sur d'autres axes de la ville ou du pays, ou des villes du pays, souvent perturbent les activités économiques. Et là-dessus, les experts ont quand même, à bâton rompu, réussi à démontrer aux autorités qu'il était important, même lorsque la vie et la santé économique du pays venaient à être menacées par les manifestations publiques, de ne pas restreindre en fait les libertés ou l'exercice de ces libertés. Compte tenu du fait que dans un État donné, la liberté
surtout de manifestation, la liberté d'expression sont vraiment des piliers phares. Et lorsque vous portez en torse à ce genre de liberté, il y a une sorte de suffocation. C'est un peu comme si l'État venait à être étouffé. Les institutions seront étouffées. Les individus seront également étouffés. Dans ces conditions, vous comprenez que vous convenez avec moi qu'il n'est de l'avantage et de l'intérêt de personne de restreindre de manière absolue et générale ces libertés. Donc, les recommandations in fine, en fait, des experts des Nations Unies, et cela a été beaucoup plus en faveur d'un réexamen de la question de la loi en question. Et surtout, les experts ont insisté sur le fait que normalement, dans le cadre d'un État, lorsqu'on veut toucher et restreindre, en fait, de manière aussi grave, lorsqu'on veut porter atteinte aux libertés, il faut une large consultation. Aussi bien des acteurs de la société civile, des pouvoirs publics, des organisations internationales, mais ainsi que d'autres acteurs qui peuvent apporter leur avis, peut-être faire leur suggestion, de sorte à ce que la solution la plus juste et qui est la mieux adaptée à la situation décrite ou aux préoccupations du gouvernement ou des parlementaires puisse être prise. En l'espèce, on a quand même pu remarquer qu'il n'y a pas eu de consultation. On a eu l'impression de quelque chose qui a été fait en catimini à la va-vite. Voilà. Et je crois que, en réalité, pour ce genre de modification législative, l'Assemblée nationale seule ne suffit pas. C'est vrai que l'Assemblée nationale est investie et d'un pouvoir qui est issu d'une certaine légitimité, donc par le biais des élections, un mandat du peuple. Et donc, en ce sens, ils ont quand même compétence à modifier les lois, y compris en les renforçant. Et je pense que lorsque on doit porter atteinte à une liberté, il est important de revenir au peuple, de consulter l'ensemble des acteurs pour voir si véritablement c'est ce qui est nécessaire et c'est ce qui est voulu. Encore, je sais que vous le savez et l'ensemble en fait des acteurs le savent, que aujourd'hui, il y a un principe inventé par le juge et qui est aujourd'hui de notoriété publique et qui est acté. C'est ce qu'on appelle la technique de l'effet cliquet. C'est une technique que le juge en fait utilise pour apprécier soit les violations des droits ou libertés dans le cadre d'un État. La technique de l'effet cliquet voudrait qu'on ne puisse en fait modifier un acquis en termes de liberté ou de droit fondamental que pour les renforcer. Lorsque vous prenez la modification législative du 7 août dernier, et peut-être qu'on sera tous d'accord que cela ne va pas dans le sens du renforcement en fait, des droits qui étaient acquis. Encore que déjà en 2011, la loi Bodiona ne faisait pas totalement consensus. Donc, vous voyez que dans ces contextes, il était quand même important et de demander aux autorités publiques de revenir à tête reposée. Et ça, c'est aussi les recommandations des experts des Nations Unies de réexaminer le test. Alors, justement, réexaminer le test. Est-ce que, clairement, quand on lit les recommandations des experts, ils ont demandé un rétropédalage? Oui. Parce que vous prenez les derniers alinéas, en fait, de la communication des experts des Nations Unies, ils ont quand même demandé à ce que l'État togolais puisse prendre les dispositions nécessaires de sorte à ce que la loi puisse être réexaminée. Maintenant, quelle est la procédure de réexamen d'une telle loi? Peut-être il revient aux autorités
et au pouvoir public de la décider. Mais c'était ça le sens de ma question, c'est-à-dire le retour pédalant, c'est-à-dire revenir à la situation première, ou bien faire en sorte que la modification ne soit pas trop restrictive des libertés. Bon, après, il est quand même important de ne pas trahir un peu l'esprit et la lettre et de la communication des experts des Nations Unies. Parce que je crois que les experts ont insisté sur le fait que les libertés, notamment la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de manifestation puissent être vraiment garanties. Et donc, il ne s'agit pas, pour les experts, d'exiger un retour dans les moindres alinéas à la loi du 16 mai 2011. Et pour les experts, ce qui est important, et cela va de soi, c'est que la loi puisse aller dans le sens d'un renforcement des lois et des libertés qui sont en l'espèce un peu épinglées par la révision législative du 7 août passé. Alors, en tout cas, après la sortie des experts, moi, j'ai lu beaucoup de titres de journaux, l'État épinglé, l'État mis à nu et tout. C'est comme ça, il faut le prendre? Non. Parce que je crois que, en fait, il faut éviter dans ce genre de contexte de crier vraiment victoire, de vouer, de tirer un peu à boulet rouge sur les pouvoirs publics ou sur les autorités publiques. Vous savez, moi, en fait, ma position n'a jamais été cela. Parce que, vous savez que lorsque nous sommes dans le cadre d'un État, les personnes les mieux indiquées et qui sont vraiment investies d'une certaine légitimité ou quand même de l'autorité nécessaire, parce que quand je parle d'une légitimité, certains peuvent encore contester, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'institutions et je crois qu'il faut aller dans le sens du respect des institutions. Maintenant, lorsque les autorités ou qu'un certain nombre d'institutions, à un moment donné, se trompent, c'est comme ça que moi je fais la lecture de la situation, parce qu'on peut toujours se tromper. Donc, lorsqu'ils se trompent et qu'il y a un rappel à l'ordre, aussi bien des organisations de la société civile que des instances onusiennes, je pense que ce qu'il faudrait dire, c'est d'encourager les autorités publiques, les pouvoirs publics, le Parlement, le Premier ministre, le Président de la République, ainsi que toute institution qui peut apporter sa pierre à la consolidation de cette liberté-là, à respecter ou à prendre en compte les recommandations des experts onusiens. Je pense qu'il faut vraiment éviter des célébrations qui, à mon avis, sont de tout point de vue inutiles. Alors, je sais qu'au Togo, le diable est vraiment dans les détails. Est-ce que, quand on parle de recommandations, est-ce que ça a des aspects contraignants? De façon générale, les recommandations ne sont jamais contraignantes. Parce que une recommandation, c'est que j'attire ton attention sur le fait que, normalement, il serait mieux qu'on y procède comme cela. Ou qu'il serait mieux que tu puisses modifier ces différents aspects. Maintenant, nous sommes en droit international également. Et il y a ce qu'on appelle le principe de la souveraineté. C'est-à-dire chaque État est souverain et peut organiser la vie interne et publique et de son État. C'est vrai, dans le strict respect de ses engagements internationaux. Je crois que dans ce cadre précis, et c'était le rappel important, vous savez que depuis, je crois, le 24 mai 1984, l'État togolais a ratifié officiellement le pacte international relatif aux droits civils et politiques dont le respect est garanti par le Conseil des droits de l'homme. Et vous savez également que dans un passé très récent, l'État togolais est passé devant le Comité des droits de l'homme. Je crois qu'il est quand même important que lorsque nous prenons des engagements à l'international et que ces mêmes acteurs attirent notre attention sur le fait qu'il y a des risques de violation. Parce que, vous voyez, quand vous prenez la lettre
et l'esprit de la communication des experts des Nations Unies, ils disent en fait que cette disposition pourrait porter atteinte. Lorsqu'ils disent pourrait, c'est qu'il y a un risque. Ils attirent l'attention sur un risque, sur la possibilité potentielle de risque de violation. Donc, en ce sens, je crois qu'il est important que les pouvoirs publics puissent le prendre et prendre en compte ces remarques et faire, je ne veux pas dire du rétropédalage, mais il faut juste accepter le fait qu'à un moment donné de sa vie, qu'on soit une personne ou un pouvoir public, qu'on soit une institution, on peut toujours se tromper. Et parfois, on se trompe et lorsqu'on est une institution investie d'une légitimité populaire, c'est le peuple qui rappelle à la raison. Et lorsque le peuple rappelle à la raison, on peut dire en fait que c'est vrai que je vous ai investi, je t'ai investi, mais sur cet élément précis, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il faut juste respecter la volonté des personnes qui, à un moment donné, vous ont donné mandat pour réharmoniser un peu les choses. Et je voudrais également dire que tout analyste avisé nous confirmera le fait que cet état de choses, en tout cas, la loi du 7 août qui a été votée par les parlementaires, lorsque vous le prenez dans son ensemble, cette loi ne va dans l'intérêt de personne, y compris du chef de l'État. Parce que, vous savez, lorsque dans le cadre d'un État que vous conduisez, il y a un certain nombre de dispositions qui peuvent être chrysogènes, vous aurez beaucoup plus tendance à les éviter. Je crois qu'en l'espèce, cette loi peut être chrysogène. D'accord. Et c'est important le temps est parti, vous avez été compris. On aura peut-être d'autres occasions pour revenir là-dessus. Merci Dieudonné Kossi d'être passé. C'est moi qui vous remercie. La pause est juste après le journal Regard croisé.